L'actualité décortiquée, commentée. Savoir et comprendre. Cube. Je parle maintenant à Elsie Lefebvre, chroniqueuse au Journal de Montréal. Bonjour Elsie. Bonjour Guy. Bon, écoute là, un ministre taliban compte interdire la prière à voix haute aux Afghanes parce que des fois, les madames là-bas, elles exagèrent. Eh bien, c'est ça. C'est tellement, là, j'ai lu ça, je suis totalement outrée parce que on en parle des femmes afghanes, mais je considère qu'on n'en parle pas à la hauteur de la mesure de ce qu'elles vivent là-bas. C'est complètement hallucinant. Donc là, je reprends un peu la dépêche de la Associated Press qui est reprise elle-même par la presse. Écoute, ça, c'est complètement fou. Je vais lire un passage parce que je trouve que ça résume bien la situation. Donc, il s'agit, tu l'as dit, donc les femmes afghanes n'ont plus le droit de prier à voix haute, ni de réciter le Coran devant d'autres femmes, parce qu'évidemment, il ne faudrait surtout pas qu'elles fassent ça devant des hommes. Et ça, c'est un ministre du gouvernement taliban qui a dit ça. Bon, est-ce que c'est tout le gouvernement taliban qui pense ça? C'est pas clair, là, parce que bon, il semble avoir retiré ses propos, mais quand même. Donc là, il s'agit de la plus récente restriction imposée aux femmes de ce pays en vertu des lois sur la moralité. On est en 2024, je le rappelle, Guy, qui leur interdisent déjà d'élever la voix ou de se dévoiler en dehors de chez elles, parce qu'on sait bien qu'évidemment, elles pourraient être sujet de vice ou de compromission de la part d'un homme malveillant. Ils sont agaces si on voit leur poignet. Exactement. Là, on se rappelle que c'est la burqa, là. Donc, c'est intégral total. avec un petit truc, là, un petit grillage là, sur les yeux. Donc, les Afghanes, ça, il faut s'en rappeler, sont déjà exclus de l'éducation après la 6e année. Donc, 6e année, c'est 11-12 ans. Donc, on ne se rend pas au secondaire pour les femmes afghanes. Et évidemment, de nombreux espaces publics et de la plupart des emplois. Donc, c'est un recul immense depuis les dernières années. Donc, au ministère, et le nom du ministère se lit comme suit, la promotion de la vertu et la répression du vice. Personne n'était, disponible pour en parler parce qu'évidemment, c'est une patate chaude, mais bien qu'ils vont vraiment loin là, concernant le droit des femmes. Je pense que là, ce monsieur-là a atteint un autre niveau, mais quand même. Donc, le ministre de la Promotion de la Vertu et de la Répression du Vice, Khalid Hanafi, a déclaré dimanche dernier « Il est interdit à une femme adulte de réciter des versets coraniques ou d'effectuer des récitations devant une autre femme adulte. Même les chants de proclamation, Allahu Akbar, ne sont pas autorisés. » Le ministre a aussi déclaré que prononcer des expressions similaires comme la Subhanallah, centrale dans la foi islamique, n'était pas non plus autorisée pour les Afghanes. Une femme n'est pas autorisée à effectuer l'appel à la prière, a-t-il expliqué à l'Assemblée. Il n'y a donc certainement pas d'autorisation de chanter. Mais ça en dit long sur le mépris des talibans envers les femmes parce que c'est tellement important pour eux autres, la religion, qu'on pourrait penser le contraire. On pourrait penser qu'ils auraient forcé les femmes à faire des prières à voix haute pour que tout le monde les entende, pour faire en sorte que le pays baigne dans la religion. Mais non, c'est plutôt le contraire. C'est exactement ça. C'est exactement. C'est comme la femme est un sous-objet, une sous-identité qui ne mérite pas justement d'être. Ben c'est ça, comme tu dis, même pas promu. Dans ce cas-ci, c'est de chanter entre elles des versets du Coran. C'est quand même pas rien. Donc, tu sais, puis on se rappelle que, elles n'ont pas le droit à l'éducation, pas le droit de travailler. Ensuite de ça, si elles voyagent, elles doivent voyager avec un genre de tuteur là, ou quelqu'un qui les accompagne. Puis, pour conduire une voiture, c'est la même chose. C'est complètement hallucinant. Et ça, c'est à Kaboul depuis 2021, depuis que les talibans forment le gouvernement. Et la peine de mort par lapidation existe toujours. Dans bien des pays, exactement, là-bas. Puis, je veux dire, donc, c'est ça. Puis, donc, c'est un autre niveau. Tu sais, il y a déjà eu ici au Canada, notamment en Ontario, la volonté d'implanter la loi de la charia. Donc, c'est des lois qui sont hautement, je ne sais même pas si sexiste, c'est assez fort pour décrire le niveau d'inégalité, en fait, entre des sexes. C'est complètement... mais c'est littéralement des animaux. Je suis désolé, mais c'est vraiment de se comporter comme des bêtes. Puis, tu sais, notre collègue Sophie Durocher, elle vient de publier un livre « Où sont les femmes? » Toi, tu es une féministe, Elsie, puis tu parles de ce sujet-là, mais Sophie soulève évidemment depuis longtemps cette question-là. Elle en parle dans son livre aussi sur le fait que
souvent, les féministes, non seulement ne dénoncent pas ça, mais elles font même l'apologie du voile en banalisant ça un peu, en disant, écoute, c'est un choix personnel, c'est un vêtement. Puis là, on voit des petites filles de 5 ans qui le portent. Hein. On s'entend que c'est pas un choix de se faire endoctriner à 5 ans. Puis Sophie, ben écoute, non seulement les filles réagissent pas à ça, mais en plus, elles insultent qui? Elles insultent Sophie au lieu de faire ce type de dénonciation-là. C'est quand même assez étrange. Fait qu'on aura beau parler de ce qui se passe ailleurs, mais tu vois à quel point dans l'esprit, dans la psyché collective, c'est quelque chose, c'est très problématique de parler de ces situations-là. Écoute, tellement. Puis c'est sûr que Sophie est très courageuse de parler de ces enjeux-là parce que c'est vrai qu'on prend celui-ci, mais pas seulement. Il y a bien des enjeux qui touchent le féminisme, mais celui de la religion est vraiment délicat parce qu'évidemment, surtout dans une société comme le Canada où on a célébré le multiculturalisme et tout le monde on doit célébrer la culture de tout le monde et des religions. Bien, c'est sûr que parler de ça, c'est que, bon, on a l'air d'exclure, puis ça peut être potentiellement traité de raciste. Et je lisais, je pense même que c'est Sophie qui mettait en valeur cette femme. J'oublie son nom en ce moment, mais c'est une dame musulmane qui a grandi au Canada. Et puis, je pense dans la région de Vancouver. Et puis, son histoire, en fait, c'est que, bon, elle était dans une famille, évidemment, musulmane et elle a été promise... Non, avant d'être promise pour son mariage, elle a été abusée par son beau-père. Bon, ça peut se passer dans toutes les familles. Mais bref, quand elle a dénoncé, je ne sais pas si ça s'est rendu en cours ou peut-être, bon, devant la DPJ en Colombie-Britannique. Puis, bref, dans le jugement final où ça a été mentionné que, bon, écoutez, mademoiselle, dans votre culture, c'est comme plus normal de se faire abuser, tout ça. Donc, bon, ça va s'arranger, tout ça, en gros. Donc, elle est restée très choquée de ça. Ça, elle est enfant, là, de pas avoir été reconnue, finalement, par les institutions normales de l'État canadien. Et par la suite, elle a été promise à un mariage forcé. Donc, elle s'est mariée et elle a eu un enfant. Et ensuite de ça, bon, elle s'est séparée. Dans toutes sortes et elle s'est affranchie de la religion musulmane et maintenant, bon, elle est activiste, pacifiste pour le droit des femmes. Et puis, j'écoutais une entrevue d'elle, je pense que c'est une entrevue qu'elle tenait au Royaume-Uni, puis elle racontait que dans les États, dans les pays comme le Canada, comme le Royaume-Uni, un des gros enjeux, c'est que les dirigeants, pour pas passer pour racistes, ne font souvent pas appliquer les mêmes lois qui s'appliquent à monsieur, madame, tout le monde. Et donc, il y a certains passe-droits, ce qui fait en sorte que des personnes comme elle se retrouvent dans des situations où même quand elles cognent à la porte d'institutions neutres, bien, elles se font finalement dire, et elle, ce qu'elle revendique, c'est non pas un droit particulier face aux personnes qui sont issues des religions ou quoi, c'est juste d'appliquer le droit normalement, puis ça fait un lien un peu avec les écoles religieuses au Québec, tu sais, puis, tu sais, faut pas faire d'amalgame, mais il reste quand même que dans les écoles religieuses, il y a quand même des jeunes, notamment des jeunes de la communauté juive, qui sont sortis contre le gouvernement du Québec pour dire ça n'a aucun sens que vous nous laissiez dans des écoles où le programme de l'éducation n'est pas appliqué. Exactement, mais tu sais, j'en parlais tantôt avec Mathieu, écoute, j'ai eu une conversation tantôt, donc, avec le président du Conseil national des musulmans, puis vraiment, c'était très respectueux, là, c'était ferme, mais c'était cordial, c'était correct, là. Mais on est tellement aux antipodes au niveau de la réflexion qu'on peut avoir sur la présence de la religion dans la société civile qu'on n'a pas le choix à un moment donné. Ça va prendre des décideurs qui sont capables de mettre leurs pieds à terre et de dire « ça suffit ». Moi, je veux absolument pas qu'il y ait de confusion entre le droit de pratiquer sa religion, puis des fois, c'est ce qu'il laissait sous-entendre, puis je le recadrais toujours par rapport à ça. On n'a aucun problème avec ça au Québec. Tu peux croire en ce que tu veux. Je pense que vraiment, il y a un très large consensus là-dessus. Mais après ça, sur le côté très peureux de la part de nos décideurs de faire, là, qu'est-ce qu'on fait? Là, c'est une question religieuse, qu'est-ce qu'on fait? On applique les mêmes règles à tout le monde parce que c'est ça, la justice. La justice, c'est sur un même territoire, tous les citoyens sont égaux devant la loi puis devant les règles. Exactement. Et devant les religions. C'est pour ça que moi, je dénonce François Legault, notamment la semaine dernière et même cette semaine, quand il fait une distinction entre les écoles privées religieuses catholiques et les écoles privées religieuses des autres confessions. Non, si on est pour la laïcité, on est pour la laïcité pour tout le monde. Puis je comprends, M. Legault, ce qu'il dit.
Tu sais, mais là, tu sais, c'est notre patrimoine, c'est notre passé, est-ce qu'on va s'effacer? Puis les autres, dans le fond, eux, continuent de prier, puis etc. Oui, mais non, tu sais, c'est comme, on a décidé au Québec qu'on mettait de côté la religion. Elle existe encore, tu sais, elle s'incarne dans notre culture de toute façon. Et moi, je pense que les quelques écoles que M. Legault, catholique, veut protéger, de toute façon, ils n'en font pratiquement même plus de la religion de toute façon, là, tu sais. Donc, ça s'applique pas du tout. Et moi, je pense qu'on doit, comme tu dis, avoir une ligne très claire, comme on le fait avec notamment la loi 21. Ceci dit, la loi 21, je veux dire, quand tu y penses, ça s'applique même pas aux écoles privées. Non, donc, tu sais, c'est une grosse farce, là, tu sais, dans le fond, ça s'applique à la moitié des enfants. Non, mais tu sais, on a un premier ministre qui comprend même pas la distinction entre le patrimoine puis vraiment l'éducation dans les écoles. Le contenu qu'il y a dans les classes, c'est pas le patrimoine, là. Le nom de l'école, moi, j'allais à l'école Saint-Grégoire-le-Grand quand j'étais petit, ben le nom de l'école, il change pas. Il y a personne qui milite pour faire changer ça. Tu sais, je veux dire, c'est deux affaires complètement séparées, mais je comprends pas qu'on introduit la notion de patrimoine dans les cours qui sont donnés aux enfants en disant « Ah, ben là, c'est un patrimoine catholique, on touche pas à ça. » Ben exactement, comme quand M. Legault voulait pas enlever le crucifix à l'Assemblée nationale. Tu sais, je veux dire, je comprends l'idée de... Parce que, tu sais, on pourrait plaider de dire « OK, le Québec, on a fait des pas vers la laïcité pour être inclusif, donc on a retiré des écoles de la religion et tout ça. » On le fait. Mais là, et donc, le crucifix, c'était un peu le dernier symbole qui restait, si on veut, là, important à l'Assemblée nationale. On aurait pu faire un grand pacte, mettre tout le monde. Et donc, nous devenons tous laïcs en même temps. Et le Québec, la majorité, fait le dernier, comme un calumet de la paix. Nous enlevons le crucifix. Donc, mais je pense que c'est normal aussi que la majorité... donne l'exemple, puis dicte la voie à suivre. Puis la laïcité, je pense qu'il n'y a pas de compromis. On était une société, oui, qui a réussi à survivre grâce à la religion catholique. Ça, j'en suis. Mais je veux dire, la religion catholique nous a aussi amenés dans une grande noirceur, puis je veux dire, elle nous a gardés sous-éduqués, puis elle a fait que les femmes ont eu 12 enfants, puis que, bon, il fallait aller prier, puis tu sais, à un moment donné, on a décidé que c'était assez. Quoi qu'il en soit, même si ça n'avait été que du positif, étant donné que maintenant, il y a une multiplicité de religions, on n'a pas le choix de vivre sur un terrain neutre, de dire merci pour le passé, maintenant, continuons d'avancer. Oui, la religion à l'Église, aucun problème, puis au temple, mais ce terrain neutre est non négociable. On a un petit peu de temps pour parler de Maxime Penneau-Jobin, qui va devenir directeur général du nouveau musée de l'histoire. Ben oui, grosse annonce aujourd'hui de la CAQ. Alors, Maxime... Surprise, hein, même? Ben quand même, grosse surprise, oui, parce que Maxime Penneau-Jobin, on le rappelle, qui a été maire de Gatineau pendant 8 ans, il s'était retiré à la dernière élection. Il est chroniqueur présentement, chroniqueur politique. Plusieurs le voyaient arriver au Parti québécois, donc il s'en est jamais caché. Un grand souverainiste de la famille, par ailleurs, de Bernard Landry. Donc, son épouse était la fille de feu Bernard Landry. Alors, oui, moi, je m'attendais plutôt à ce qu'il puisse peut-être être ministre de la Culture ou autre dans un prochain gouvernement du Parti québécois, mais non. Alors, c'est lui qui va mettre les bases de ce futur musée national de l'histoire du Québec. Je pense que c'est un très bon choix. Là. C'est quelqu'un, je pense, qui est sensé, qui connaît justement l'histoire, qui a une sensibilité envers la diversité, les peuples autochtones. Oui, il va falloir qu'il fasse attention à ça, parce qu'il y avait eu une controverse, je ne sais pas si tu te souviens, mais quand on avait parlé avec l'historien Éric Bédard par rapport à la question autochtone, on disait comment ça se fait qu'il n'y a pas beaucoup de présence des Autochtones par rapport au Musée national de l'histoire, puis lui, il avait maladroitement répondu, c'est peut-être plus la préhistoire que l'histoire, les Autochtones. Évidemment, on comprend ce qu'il veut dire dans la mesure où ils sont là depuis plus longtemps et aussi dans la mesure où ils n'ont pas une histoire écrite comme les Européens ont importé, donc c'est plus compliqué d'aller chercher des sources. Mais de là à dire qu'ils ne font pas partie de l'histoire, non, c'est ça. Mais je ne suis pas inquiète que ça va être corrigé. Bien sûr. Non, c'est déjà réglé, cette question-là. Mais je dis juste que... mais c'est très délicat. Oui, on parlait de questions délicates tantôt. En voici une autre. Puis évidemment, je ne mets pas ça sur le même pied. Là. Les Autochtones étaient là quand même 15 000 ans avant nous autres. Là. Exactement. Non, c'est ça. Donc, je pense que c'est une très bonne nomination. Une pierre deux coups. Donc, parce que Gatineau, c'est quand même, je veux dire, une zone qui est plutôt caco-libérale. Donc, le Parti québécois n'a pas beaucoup de succès électoral là-bas. Alors, une pierre deux coups, une excellente personne pour diriger ce futur musée, puis en même temps, un candidat de moins pour le Parti québécois qui aurait possiblement gagné son comté à Gatineau en étant l'ancien maire de Gatineau. Alors, c'est bien triste, mais on attend ton retour au Parti québécois ici. Au revoir. OK, à bientôt, à demain.